très important de venir parler aux lycéennes et lycéens que vous êtes. Alors, bon, pas pour vous faire un cours de plus sur le climat, parce que je sais que certains ont pris les options qu'il faut pour étudier ça bien plus longuement que le temps d'intervention que je vais avoir avec vous aujourd'hui. Ouais, je vais vous présenter rapidement les bases scientifiques du changement climatique. Je ne vais pas vous parler simplement de glace, d'atmosphère, et cetera. Je vais vous montrer aussi vous parler un petit peu d'impact et vous dire aussi en gros, mais en très gros, parce que ça va être quand même assez rapide, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter au-delà de l'information. Et effectivement, comme l'un d'entre vous l'a dit, je vais vous parler un petit peu des fake news. C'est un petit peu quelque part des résultats de la communauté scientifique qui étudie ces choses-là. Alors c'est pas ma communauté vraiment, c'est plutôt les sciences humaines et sociales. Et mais peut-être vous parler aussi de la façon dont nous, qui sommes dans le métier, recevons, ces fake news. Voilà, d'abord, qu'est-ce qu'on observe? Bon, c'est des choses au départ, je pense, vous connaissez, mais c'est des rappels qui sont parfois utiles à faire. Ça, c'est l'évolution de la température de la planète ou plus exactement, des variations de la température de la planète. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des degrés Celsius, c'est pas la température de la planète, c'est par rapport à une référence. C'est-à-dire quand vous voyez le zéro sur l'axe vertical, ça veut dire qu'on est à la référence 1950-1900. C'est-à-dire qu'on retranche la température de la planète, la deuxième moitié du XXe siècle, pour voir comment cette température change. Donc on part du zéro ici, alors il y a plusieurs jeux de données, hein. Il y en a 5 au total, tous ne commencent pas en 1850. Vous voyez, il y a des variations, on reste assez proche du zéro au départ jusque vers les années 20, les années 30, et puis petit à petit, on voit qu'il y a un réchauffement qui est en train de se développer. Alors d'abord, il y a une première marche, ça a tendance à se stabiliser cette température, ensuite ça évolue fortement, ça augmente à partir du milieu des années 70 à peu près. Et vous voyez que, bon, là, très clairement, hein, autant au départ, il y avait des oscillations, très clairement, là, la température est en augmentation. Alors quelquefois, il y a des paliers, hein, ça peut s'arrêter, ça peut repartir plus vite. Il y a des petites baisses, certaines années, des hausses d'autres années. Et ça, c'est 2023, c'est l'année la plus chaude qui jamais observée pour, l'ensemble de la planète. Donc le réchauffement se continue. Il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner ici qui viennent des rapports du GIEC, notamment du rapport du premier groupe de travail du GIEC, c'est-à-dire sur les bases, physiques du changement climatique. Une des conclusions fortes que je reproduis ici, c'est que l'intégralité du réchauffement planétaire qui a été observé depuis la deuxième moitié du 19e siècle, c'est lié à des facteurs humains et donc en particulier, vraiment les gaz à effet de serre et aussi, bon, il y a l'effet, il y a d'autres effets, hein, sur, les changements d'utilisation des sols, la déforestation, des boisements, et cetera, qui sont là aussi. Alors qu'est-ce qu'on observe en France? Je vais vous parler de la France, je vais vous parler aussi de ce qu'on observe en Occitanie et même, un peu plus précisément, ici. Donc ça, c'est le même principe que le graphe de tout à l'heure. Sauf que c'est juste sur la France métropolitaine, ça prend pas en compte les outre-mer. Là, ici, la référence, c'est pas la même que tout à l'heure, c'est 1991-2020, c'est-à-dire une période assez récente. Donc c'est ce qu'indique le zéro, hein, sur 1991-2020, c'était à peu près cette période-là. Bon, il y a du bleu, il y a des périodes, des années en dessous de cette référence, et il y en a d'autres qui sont au-dessus. Et vous voyez qu'au début du XXe siècle, ici, ça commence en 1900. Bon, il y avait des années où on pouvait être à 1,5 degré, voire pratiquement 2 degrés en dessous de la référence récente, hein, il y avait que des années froides par rapport aux standards actuels. Et puis petit à petit, on voit des années au-dessus de la référence et particulièrement les dernières années, sont surtout des années chaudes. Alors vous avez 2023 qui est la deuxième année la plus chaude qu'on a connue en France. 2022, c'était la plus chaude. 2021 est un tout petit peu plus fraîche, mais bon, proche de cette référence. Et puis avant, le précédent record 2020, 2019, 2014. Vous voyez que les records sont battus tous les 2-3 ans pratiquement ces dernières années. Donc ça va assez vite. La France s'est réchauffée de 1,7 degré depuis 1900, c'est-à-dire un petit peu plus que la planète
qui elle s'est réchauffée de pratiquement 1,3°, 1,2°, 1,3°, hein. Il y a des vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes. Ça arrive 4 fois plus souvent depuis, l'année 2000 qu'avant, au cours du XXe siècle. Et bon, il y a aussi une augmentation de l'évaporation, pas trop de changements sur les précipitations. Pourquoi on parle de l'évaporation? Parce qu'en fait, ce qui fait les ressources en eau, c'est ce qui tombe du ciel, les précipitations, et mais ce qui vient en retrait, ce qu'on enlève de ça, c'est ce qui s'évapore du sol. C'est-à-dire si le sol perd son eau par évaporation, c'est de l'eau qui ne rentre pas dans le sol, qui ne va pas dans les nappes souterraines et qui ne va pas dans les cours d'eau. Donc les précipitations ont assez peu évolué. Enfin, je vous montrerai un peu plus précisément, une carte de France là-dessus, mais par contre l'évaporation, elle a beaucoup changé. Alors sur l'Occitanie, donc en Occitanie, on est sur une hausse qui est à peu près similaire à ce qu'on observe sur la France, 1,5 degré à peu près. Alors là, c'est depuis les années 70. Hem, alors moi, je suis conscient en fait souvent quand je parle avec différentes personnes que, un réchauffement de 1 degré ou 2 ou 3, c'est pas forcément très concret. Tous les jours dans un bulletin météo, on peut voir que, ben, par rapport à la veille, la température monte de 3 degrés ou elle baisse de 5 degrés et cetera. Ça varie tout le temps. Là, en fait, je vous parle bien de température moyenne sur l'année. Par contre, quand on fait les moyennes sur l'année, là, ça bouge beaucoup moins, en fait, d'une année à l'autre. Et là, en fait, vous voyez différentes villes, alors, d'Occitanie, hein, principalement, je montre leur température moyenne annuelle. Et d'ailleurs, j'ai mis, pour vous aujourd'hui le Vigan. Alors le Vigan ici, la barre jaune, vous avez une température de 13,8 degrés en moyenne. Donc c'est vrai que si on demandait comme ça, si j'avais fait un sondage, dans cette salle, je vous ai demandé la température moyenne annuelle, bon, on m'aurait peut-être dit, je sais pas, 16, 20, et cetera. Moyenne été, hiver, toutes saisons confondues, nuit et jour, en fait, c'est 13,8. Hem, Si on augmente, mettons, la température de 2 degrés, au Vigan, bah, ça nous amène à 15,9. C'est le climat de Narbonne, non, de Carcassonne, qui est quand même, nettement plus chaud. Puis si on augmente encore, un petit peu, si on augmente de 4 degrés, mettons, on devient plus chaud que Barcelone et on voit bien que juste 4 degrés. Donc vous voyez que c'est pas du tout le même climat que ce que vous avez au Vigan. Voilà. Hem, alors les précipitations, donc j'en parlais tout à l'heure. Alors cette carte de France montre l'évolution des précipitations. Alors vous avez les pastilles en vert lorsqu'elles sont, assez grosses, ces pastilles en vert, ça veut dire qu'on a des augmentations, qui sont, avérées, qui sont significatives d'un point de vue statistique. Lorsque c'est blanc, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment disons le recul, nécessaire pour calculer des tendances à l'évolution. Et lorsqu'on est en rouge, ça veut dire qu'on a plutôt une baisse de précipitations. Ah oui, que là, la France est coupée en 2, hein. Si on regarde ça, c'est le cumul annuel des précipitations. Donc, sur 1961-2012, on regarde l'évolution. Bah, là, en fait, vous voyez que dans le sud, dans une petite moitié sud, bah, y compris, là où vous vivez, en fait, hein, il y a plutôt une tendance à la diminution des précipitations en moyenne, et dans le nord, plutôt une augmentation des précipitations. Alors par contre, j'ai mis aussi sur ce graphique, ben, quelque chose, un complément. Parce que là, je vous ai bien parlé de ce qui tombe en moyenne sur une année. Par contre, ce qu'on observe là, alors peu importe l'unité en fait, hein, ça, disons, ça indique une évolution de l'intensité maxi, des précipitations sur l'arc méditerranéen. Depuis aussi, 1961, là jusqu'en 2017 sur ce graphe. Donc vous voyez que là, il y a quand même, il y a des variations d'une année à l'autre. Il y a des années où l'indice est très élevé. Et puis, bon, il y a d'autres où c'est nettement plus bas, mais globalement, il y a une tendance, petite tendance à la hausse. Enfin petite, quand même 17 sur intensité maximale des événements de pluie les plus extrêmes. Et ici, dans la région, vous connaissez ça, hein, avec les fameux événements cévenols, qui dévastent malheureusement trop souvent, différentes localités, dans cette région. Donc c'est pas parce qu'il tombe de moins en moins de pluie en moyenne sur l'année, que, bah, ces événements-là vont diminuer en intensité. Ça peut être le contraire. Mais en tout cas, dans cette région, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt ce qu'on a observé.
Autre f je vais vraiment pas tout détailler parce qu'évidemment ce serait trop long, mais une autre chose quand même qui est assez importante, c'est, le débit des cours d'eau, hein, toutes les rivières et fleuves, de France, en tout cas ceux qui sont analysés, sur ce graphe. Donc lorsque vous avez un triangle qui pointe vers le bas et qui est en marron, bah, ça veut dire qu'on a une baisse du débit, des fleuves et rivières, et quand au contraire le triangle pointe vers le haut, alors il y en a pas beaucoup en fait, mais il y en a un petit peu là sur la pointe Bretagne. Pour la petite histoire, je viens de là en fait, je suis brestois, au départ. Donc là, c'est une exception, une des rares exceptions avec, d'autres localités du nord de la France, avec une augmentation du débit des fleuves. Et alors, c'est à quel niveau cette diminution? Bah, c'est quand même pas loin de 1, entre, 0,3 et 1 souvent par an. Donc ce qui est quand même, quand même beaucoup, hein, quand on est à 1 par an sur, là c'est à partir de 1968, sur, un peu plus de 50 ans. Donc quand on enlève 1 par an, bah, ça fait quand même, voilà, ça fait même plus que 50, hein. Vous devez le savoir, hein, mais si vous augmentez de 1 quelque chose par an, bah, au bout de 100 ans, vous n'avez pas augmenté de 100, vous augmentez d'un petit peu plus, hein, c'est voilà. Et donc voilà, c'est une forte baisse, hein, observée dans le sud de la France du débit, des fleuves, avec des implications sur les ressources en eau évidemment. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'effet de serre, hein, mais au départ, il faut quand même dire que l'effet de serre, parce que là on en vient un peu plus aux explications, c'est un phénomène, naturel, voilà, au 19e siècle, avant qu'il y ait vraiment de fortes interventions des activités humaines, de forte action des activités humaines sur le climat. En fait, il y avait un climat qui était, c'est sûr, plus froid qu'aujourd'hui, mais qui n'était pas non plus le climat du dernier âge glaciaire. Il faisait en France donc à peu près 1,5 degré à 2 degrés de moins qu'actuellement. Le principal gaz à effet de serre, c'est pas le CO2 en fait, hein, c'est la vapeur d'eau. C'est le gaz à effet de serre le plus abondant, mais c'est celui qui a l'effet le plus fort. Pourquoi on parle tout le temps du CO2, du méthane et des autres gaz à effet de serre? C'est parce que c'est ça qui change essentiellement depuis, une centaine d'années, et c'est plutôt ça qui va impliquer un changement du climat. En effet, la vapeur d'eau, elle peut pas s'accumuler éternellement, dans l'atmosphère, hein. Quand on a de la vapeur d'eau, elle finit par se condenser et ça tombe sous forme de pluie. Par contre, lui, le CO2, ben, il s'accumule dans l'atmosphère à cause de nos émissions liées à nos activités, le méthane aussi et d'autres, et ça peut continuer à s'accumuler pendant, encore assez longtemps avant que, ça sature. Mais bon, voilà, ça peut être multiplié par 2, par 3, par 4 même par rapport à ce qu'on a actuellement, et à chaque fois, ça aura un effet supplémentaire sur l'évolution du climat. Donc c'est pour ça qu'on regarde, de façon très précise, ces émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2. Alors ici, qui sont représentées depuis les années 60. Alors bon, il y a plusieurs courbes. Donc ici, vous avez, donc c'est en anglais, mais ça indique des changements d'utilisation des terres. Un changement d'utilisation des terres, ça peut être de beaucoup de nature. Ça peut être bétonné pour créer une nouvelle ville. Ça peut être, couper les arbres pour créer des nouvelles surfaces agricoles ou des pâtures, brûler les arbres, enfin ou utiliser aussi les arbres pour, sans les renouveler, pour le bois, pour, se chauffer et cetera. C'est quand même des sources d'énergie qui sont importantes. Donc vous voyez que bon, ça évolue pas, énormément dans le temps. Heu, Par contre, ce qui évolue beaucoup, c'est cette courbe en noir. C'est les émissions de carbone fossile, c'est-à-dire de CO2 liées à des ressources fossiles, de charbon, de pétrole, de gaz, et il y a marqué en tout petit aussi, c'est un peu moins connu, c'est, les émissions de dioxyde de carbone liées à la production de ciment. Le ciment, en fait, ça produit des émissions, à peu près 3 par an des émissions mondiales de CO2, et ce qui voilà, ciment, et c'est marqué aussi en dessous. Quelque chose qui est encore moins connu que le fait que quand on produit du ciment, particulièrement vu que c'est un processus chimique, on libère des molécules de CO2. On va faire un peu de tout, hein, on va faire un peu de l'anglais, de la chimie, de la physique, même un peu de la philo peut-être à la fin. Même si je ne suis pas spécialiste de tout ça, hein, je vous rassure.
vos enseignants sont mieux placés que moi sur un certain nombre de sujets. Hem, En fait, ce qui est moins connu, c'est que quand on produit du ciment, donc ça libère du CO2. On utilise le ciment pour faire des constructions et en fait, petit à petit, le ciment va réabsorber un tout petit peu de CO2. Alors, il ne va pas absorber la totalité du CO2, que c la quantité de CO2 qui a été émise quand on le fabrique, mais ça va à peu près réabsorber sur toute la durée de vie de l'ouvrage bétonné, bon, enfin, quelque chose comme la moitié, au total. Voilà. Donc voilà, ça, c'est la courbe en noir. Donc vous voyez qu'au départ, dans les années 60, donc si on remonte un peu avant, dans les années 50, la déforestation et les ressources fossiles, le ciment, c'était à peu près pareil, à peu près 50-50. Bon, on voit pas le début de la courbe, hein, mais ça commence en 60, hein, c'est ce qu'on estime. Par contre, celui-là a fortement augmenté, hein, les émissions liées aux ressources fossiles et au ciment. On ajoute les 2, ça fait cette courbe en rouge qui vous montre que on produit à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an, alors toute l'humanité, hein, avec toutes ses activités. 40 milliards de tonnes. C'est un chiffre, voilà, qui est intéressant, je pense, à connaître comme ordre de grandeur, notamment pour comprendre, dans ce que je vais dans ce que je vais indiquer pour, la suite, des éléments sur les négociations climatiques. Et donc voilà, ça c'est un message du GIEC. Alors, en fait, je me disais l'exposé va être un peu long, donc j'ai enlevé plein de transparents, mais je résume ça là-dedans. C'est-à-dire que chaque tonne de CO2 qu'on émet, bah, ensuite, ça va renforcer l'effet de serre, hein, et tout ce qui accompagne le renforcement de l'effet de serre, hein, c'est-à-dire la fonte des glaces, la hausse du niveau marin, le réchauffement lui-même, l'évolution du cycle de l'eau, et cetera, et puis tous les impacts derrière, hein, sur, le vivant notamment, et même sur nous. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un exercice qui se fait régulièrement maintenant, qui correspond à répondre à la question suivante. Il y a un événement météo qui se produit, ça peut être, donc ici, mettons une canicule. Là, c'est l'exemple, du cas de canicule de juillet 2022 au Royaume-Uni. Donc pour la première fois, ils ont dépassé 40°, donc ça a été, extrêmement marquant pour eux, hein. Et donc la question qui est posée, c'est: est-ce que cet événement-là, en particulier, quelle est la probabilité qu'il soit lié au réchauffement climatique en cours? Et donc il y a un ensemble de scientifiques qui produisent, régulièrement des éléments, alors c'est le WWA, vous pouvez trouver ça en ligne, des éléments qui, nous indiquent finalement si, c'est le cas ou pas. Alors en Angleterre, ils ont conclu que, s'il n'y avait pas eu d'émissions humaines de gaz à effet de serre et pas de réchauffement climatique d'origine humaine, il y aurait eu pratiquement aucune chance que cet événement ait lieu. Quelques années après, non, c'était la même année, c'était un peu avant même, mars à mai 2022, donc il y a eu aussi une vague de chaleur absolument terrible, au Pakistan et dans le nord de l'Inde, le nord-ouest de l'Inde en particulier, avec des températures qui atteignaient, plus de 45 et qui baissaient pas beaucoup la nuit. Et donc, ce qui conclut en fait ce WWA, ce groupe, c'est que le changement climatique a rendu 30 fois plus probable, ce type d'événement que s'il n'y avait pas eu ce réchauffement climatique. Alors ces études sont faites donc comme je vous le disais, quand il y a des événements vraiment marquants. Bon, il y a eu aussi un événement où la température a approché les 50 au nord-ouest du Canada, également, et ça a été analysé. Et donc là, ce qu'a fait le GIEC, c'est qu'ils ont regardé tous les éléments sur ces différents événements-là. Et là, ils ont tracé une carte du monde, alors très simplifiée, hein, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie, Afrique. Voilà, non. Ils ont représenté ça par un petit graphe en nid d'abeille. Et, et donc sur ce graphe, les hexagones qui sont représentés en rose montrent des régions où ces événements sont devenus plus fréquents et plus intenses. Donc vous voyez, c'est quand même l'essentiel de la planète. En bleu, ça aurait été ils sont moins fréquents et moins intenses, donc il n'y a pas d'endroit sur la planète où les vagues de chaleur sont devenues moins fréquentes et moins intenses. Par contre, il y a quelques endroits où c'est en blanc hachuré. Là, en fait, on n'arrive pas tellement à conclure parce que
dans ces endroits-là, particulièrement dans le nord-est de l'Amérique, le climat est tellement variable que c'est pas facile de dégager une tendance statistique et donc du coup, on se prononce pas les scientifiques ne se prononcent pas sur les événements de canicule. Il y a des zones en gris aussi, alors ici au cœur de l'Afrique et au sud de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est en gris parce que, bah, là, il y a pas assez d'éléments, de données, il y a pas assez de données récentes et anciennes qui permettent d'avoir le recul suffisant pour conclure sur ce genre d'événement, où il n'y a pas eu assez d'études scientifiques qui, apportent des éléments. Donc on peut dire, bon, pratiquement partout, en tout cas, il y a une augmentation de l'intensité et de la fréquence des canicules. Alors maintenant, bon, on peut regarder aussi les inondations. Alors le Pakistan, ils n'ont pas eu de chance en 2022, hein, parce qu'après la canicule dont je vous parlais, de mars à mai, mais ils se sont retrouvés avec des inondations catastrophiques, de juin à août. Et donc, bon, vous voyez là, c'est un petit peu moins affirmatif parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'attribution, hein, cet exercice, ça s'appelle l'attribution. C'est toujours plus compliqué pour les pluies qui sont des phénomènes beaucoup plus, variables en fait que tout ce qui est canicule, température qui évolue plutôt plus lentement, en moyenne, hein, sur des longues périodes. Et donc là, ils estiment que le changement climatique a probablement, alors probablement dans le langage du GIEC, ça veut dire 2 chances sur 3. Il y a 2 chances sur 3 que ça ait, intensifié les pluies extrêmes de mousson, mais c'est pas plus, certain que ça. Et puis il y a aussi le cas, du, nord-est brésilien avec, une conclusion similaire en fait, hein, voilà. Et donc, ben, le même graphe en nid d'abeille. En vert, ça veut dire que dans ces régions, les événements sont devenus plus fréquents, ces événements-là. En gris, ben, on n'a pas assez de littérature et puis en hachuré, ben, ça veut dire disons que c'est trop variable pour conclure statistiquement. C'est comme tout à l'heure. Alors vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits où les pluies extrêmes ont augmenté, on s'y attend. Hem, voilà, c'est ce qu'on a observé, mais on s'attend à ça pour le futur. Et bah, vous voyez qu'il y a pas d'hexagone qui est représenté en couleur ocre. C'est-à-dire qu'il y a pas d'endroit où ces événements-là ont diminué, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça viendra, hein, dans certaines régions, lorsqu'il y aura un peu plus de données et de littérature. Alors maintenant pour le futur, bah, assez rapidement avant de passer sur les autres parties, bon, je commence par vous montrer ce graphe classique, hein. J'ai commencé par le graphe, d'évolution de la température de la planète. Donc là, on part de 1950. Là, ce sont des simulations climatiques, hein, qui sont représentées. Ce sont des évolutions de température par rapport à 1850-1900, donc toujours la même référence du GIEC, la deuxième partie du 19e siècle. Donc on a une évolution de la température sur, la la période passée et puis dans le futur, bah, vous voyez qu'il y a un panache de courbes qui représente, différents scénarios d'évolution, de la température selon les scénarios d'évolution des gaz à effet de serre émis par l'humanité et autres facteurs qui peuvent jouer sur le climat. Alors il y a ces signes un petit peu, ces symboles un peu cabalistiques là, ces noms de scénarios. Ils représentent en fait ce qu'on appelle des récits futurs, d'évolution de l'humanité, hein, des aspects socio-économiques, émissions de gaz à effet de serre, associées. Par exemple, vous voyez la famille SSP1, c'est la famille développement durable, hein. Donc on a 2 scénarios, SSP 1.9 et SSP 2.6. Alors 1.9, ça indique l'intensité du scénario en termes d'énergie retenue par l'ensemble du système climatique planétaire. Vous voyez que celui-là, on arrive à 1,5 degré en bleu. C'est compatible avec l'accord de Paris. Celui-là arrive à un peu moins de 2 degrés, il est également compatible avec l'accord de Paris. Et puis il y a les autres, il y a les scénarios très forts où au plan planétaire, on réchauffe de 4 degrés, voire 5 degrés dans le pire des cas, par rapport au 19e siècle. Et puis ce scénario intermédiaire. Alors celui-là, on peut le retenir, on l'appelle souvent, poursuite des tendances actuelles, hein. C'est-à-dire on continue à utiliser les infrastructures de production d'énergie à partir de sources carbonées et cetera. C'est-à-dire tout ce qui est actuellement dans les tuyaux par effet d'inertie, continue à être utilisé
et donc ça nous amène à un réchauffement moyen. Pour l'instant, on est à peu près sur cette pente-là, un réchauffement qui approche les 3 degrés pratiquement. Alors, après on peut regarder à différents niveaux de réchauffement. Alors ici, par exemple, les changements de précipitations. Alors à 1,5 degré, à 2 degrés, stabilisés ou 4 degrés. Vous voyez que plus on va vers la droite et un niveau de réchauffement qui est important, plus, bah, les couleurs sont foncées. C'est-à-dire les changements à la hausse des précipitations ou à la baisse. Alors ici, c'est en pourcent, hein, c'est des changements relatifs par rapport aux valeurs, 19e siècle. Vous voyez que et c'est pareil en fait pour beaucoup de choses, hein, en climat. Plus le réchauffement est important, plus tout va changer. Plus les glaces vont fondre, plus le niveau des mers va s'élever et plus plus les changements de précipitations à la hausse ou à la baisse vont être importants. Bon, c'est des changements relatifs. Alors ça étonne toujours. Vous m'avez pas encore posé la question, mais sur le Sahara, en fait, sur une bonne partie du désert, c'est très, très, c'est marqué en vert, c'est-à-dire des augmentations de 30-40 des précipitations. Mais en fait, c'est parce que c'est justement des changements relatifs. Il pleut très peu dans ces régions-là, évidemment. Donc s'il pleut 50 millimètres sur toute l'année, ce qui est quasiment rien, hein, même si vous rajoutez 40, ça fait jamais que 70 millimètres. Donc c'est pas un changement qui est vraiment très, très important. Par contre, il y a d'autres changements. Il y a des régions qui reçoivent pas mal de précipitations, à ces endroits-là, des changements de +20 ou -20. Là, ça va vraiment, être très important. Alors justement, je vous parlais un petit peu de niveau marin. Hem, alors ça, c'est le niveau marin, les changements de niveau marin mondial en moyenne depuis, le 19e siècle. Là, on retrouve nos scénarios. Donc il faut s'attendre encore à 40 centimètres de hausse du niveau marin en plus, par rapport à actuellement, ou 80 dans le pire des scénarios. Bon, avec des choses qui ne sont pas exclues comme, une fonte brutale, des glaces continentales sur Antarctique ou en Arctique, mais ça, c'est encore assez hypothétique. Ça fait l'objet de recherches. Donc le niveau marin s'élève, vous avez dû voir ça pour 2 raisons. D'une part, l'océan chauffe, donc il a tendance à gonfler un petit peu. C'est l'effet de dilatation, et aussi, il y a, comme je vous le disais là, il y a les glaces continentales qui fondent et cette eau se déverse dans les océans. Donc évidemment, bon, ici dans les Cévennes, pas d'inquiétude, hein. On parle de hausses qui sont de l'ordre de, bon, du mètre, au mètre ou 2 mètres au maximum pour 2100. Par contre, c'est un souci pour la région Occitanie et son littoral, méditerranéen, en fait, hein. Les zones dunaires, avec juste 1 mètre de hausse du niveau marin, bah, ça pose de gros problèmes. À la fois, pour des questions d'érosion, des dunes côtières, mais aussi pour des raisons de ressources en eau qui sont infiltrées, par le souterrain, par les eaux salées et des ressources en eau qui deviennent inexploitables. Donc ça là, c'est quelque chose qui est bien bien intégré par la région. Alors maintenant, juste on va commencer à changer un petit peu de registre. Là, pour l'instant, je reste un peu sur le carbone, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre le lien, assez direct entre les émissions de carbone et disons les quantités de carbone qu'on émet et les évolutions de température. Donc ce graphe qui est un petit peu compliqué, en fait, représente en Y un changement de température, donc toujours par rapport à la référence 19e siècle, et puis sur l'axe des X, des abscisses, c'est le total du CO2 qui a été émis depuis le 19e siècle. D'accord? Donc on fait ça pour les observations, ici, donc c'est les courbes qu'on voit là, puis on fait ça après derrière pour les simulations climatiques. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a une relation pour les matheuses et les matheux qui est quasi linéaire entre ces 2 variables, température et total du CO2 émis depuis 1850. Ça nous amène en fait à ça, c'est-à-dire que 1 000 milliards de tonnes d'émissions de CO2, ça fait pratiquement un demi-degré de réchauffement de la température de la planète. Et du coup, quand on a cette relation-là et quand on sait ce qu'on a émis et la température à laquelle on est aujourd'hui, on est capable de calculer,
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ce principe, hein. Pour 1,5 degré, ben, on peut lire ici la quantité de CO2, le total qu'on peut émettre, sachant qu'on a déjà émis, une certaine quantité, hein, qui est de l'ordre de 2 400 milliards de tonnes jusqu'à présent. Bah, ça nous permet de déterminer, par rapport à cet objectif 1,5 degré, ce qu'on peut émettre. Eh ben, on peut émettre au 1er janvier 2024 275 milliards de tonnes. Pour rappel, c'est 40 milliards de tonnes, de CO2, hein, la quantité qu'on émet par an actuellement. Ça fait à peu près 7 ans d'émissions au rythme actuel pour respecter 1,5 degré et après 0 ou 2 degrés, en fait, c'est, 1 150 milliards de tonnes, 28 années d'émissions au rythme actuel. C'est ça vraiment, le type d'objectif qu'il faut respecter. Et donc, bon, en fait, ça se passe pas tout à fait comme ça. En fait, on va pas rester au niveau d'émissions actuelles pendant 7 ans ou 28 ans et puis après, 0 jusqu'à la fin des temps. Ça va pas être tout à fait comme ça. En fait, ce qui est déterminé par le GIEC, c'est plutôt des évolutions, disons un peu plus douces, où on diminue, bon, certes rapidement nos émissions, mais on passe pas, du jour au lendemain des émissions actuelles à 0. Donc on les diminue rapidement et l'objectif, c'est d'arriver en 2050 à des émissions qui sont nulles de CO2. Alors des émissions nettes, hein. Le terme est important, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un certain nombre d'activités qu'on fait, notamment, les émissions liées à l'agriculture. On sait bien qu'on aura vraiment du mal à arriver à 0. Donc, et puis d'autres émissions, il y aura toujours un petit peu de transport carboné peut-être dans certains cas. Donc il y aura toujours des émissions, mais il faudra les compenser totalement par du retrait de dioxyde de carbone de l'atmosphère pour arriver au total à une somme qui est nulle entre le positif et le négatif en 2050. Alors ça, c'est vraiment ambitieux, hein. Donc probablement, enfin on pense que l'objectif 1,5 degré, on va l'atteindre au début des années 2030, hein. Là, l'an dernier, on était déjà à 1,4, un peu plus, donc ça se rapproche. 2 degrés, c'est un peu moins strict. Il faut arriver à 0 émission de CO2 en 2070. Alors la bonne nouvelle, en fait, c'est on pourrait se dire: «Mais on va jamais y arriver». Mais en fait, le GIEC a analysé tout ça. Alors c'est plutôt les économistes du GIEC qui ont regardé cette question-là et ils ont trouvé que diviser les émissions de gaz à effet de serre, par 2, d'ici 2030, c'est possible, en considérant tous les secteurs socio-économiques, le secteur de l'énergie, de l'usage des terres, de l'industrie, des villes, le bâtiment et le transport. Ils ont regardé secteur par secteur ce qu'on peut faire de façon réaliste, et bah, ils arrivent à ça, c'est-à-dire que pour, tous les secteurs, on peut au moins diviser par 2 et on peut même faire mieux. Donc ça veut juste dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail pour y arriver, mais en tout cas physiquement et d'un point de vue économique et technologique, c'est possible. Ça bon je vais peut-être passer assez rapidement et c'est le cas de la France. En fait, dans tout ça, la France doit prendre sa part, hein, à l'effort. Donc la France a des émissions qui sont de l'ordre de 400 millions de tonnes, actuellement. Les émissions françaises ont déjà baissé quand même de 23 par rapport à 1990. Alors c'est sûr, entre-temps, on a exporté une partie des émissions aussi, vu qu'on importe beaucoup plus de biens de consommation actuellement qu'on ne le faisait, dans les années 80 ou 90. Mais même en prenant ça en compte, on a vraiment diminué nos émissions. Et donc ce que fait l'État, c'est que, ben, il regarde en s'inscrivant dans la stratégie européenne, comment arriver, aux objectifs, qui sont conformes aux négociations climatiques mondiales dans lesquelles on est engagé. Donc, une des conclusions, c'est qu'actuellement, là, enfin, sur la dernière décennie, on a baissé de 8 millions de tonnes par an, donc c'est bien, hein, mais peut mieux faire. C'est-à-dire qu'il faudrait baisser de 16 millions de tonnes nos émissions de CO2 par an pour être conformes avec la politique européenne. Donc l'an dernier, on y est parvenu en fait, hein, et pas seulement pour des questions de volontarisme, politique, hein, voilà, il y a des actions qui se font, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi un contexte autour de l'énergie, la guerre en Ukraine, et cetera, qui ont joué sur la baisse des émissions. Alors maintenant un petit couplet sur, à quoi on doit s'adapter en France en fait. Quel climat, précisément? Un peu plus précisément, je ne vais pas tout vous dire là, mais à quoi on devrait s'adapter?
Je vous indiquais tout à l'heure que le fameux scénario de la prolongation des tendances actuelles, là, le SSP2 4-5, il nous amène à peu près sur un réchauffement mondial de 3 degrés. D'accord? Donc, pour l'instant, on est un peu sur cette trajectoire-là. Heu et donc 3 degrés, en fait, donc le gouvernement français a essayé de voir finalement, heu, comment définir une trajectoire d'évolution alors qui est entre, trajectoire moyenne et une trajectoire un petit peu pessimiste. Comment Quels sont les points de passage? Donc vous retrouvez le 3 degrés en 2100, de ce scénario-là. En France, ça fait plutôt 4 degrés de réchauffement et il y a des points de passage en 2050, donc dans à peu près, un quart de siècle. On sera déjà à 2 degrés au niveau de la planète et 2,7 au niveau de la France et cetera. Ouais, actuellement, vous avez un degré 2, hein, en 2023, pour le monde et 1,7 pour la France. On appelle ça la TRAC, hein, trajectoire de réchauffement de référence pour adaptation au changement climatique. Voilà, et donc ça, c'est vraiment le cadre national qu'on s'est donné, parce que là, je vous ai parlé de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, on se dit aussi qu'en même temps, il faudra s'adapter parce que le climat va changer de toute façon et donc on va pas croiser les bras, hein. On va essayer de adapter tous les domaines de l'économie, t le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, le secteur de l'énergie et cetera, pour vivre avec, ça. Heu, alors ça ne veut pas dire que le réchauffement sera de 4 degrés en France, mais c'est une possibilité. Ça peut être moins si les efforts suffisants sont faits pour mondialement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant, voilà, en réchauffement moyen sur l'année, quand la France s'est réchauffée en moyenne à 4 degrés, il faut voir que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En Normandie, ça se réchauffe moins que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur voisine. Hein, il y a 0,8 degrés de différence au niveau des réchauffements entre ces régions-là. Oups, bon là, en fait, c'est pas bien passé au niveau du PDF. Si j'avais pu projeter, je vous aurais montré que l'été, ça se réchauffe plus, ça se réchauffe d'1 degré de plus qu'en hiver. Voilà, donc l'été peut-être 4,5 et puis l'hiver 3,5 de réchauffement. Autre chose qu'on peut regarder à 4 degrés, les précipitations. Donc je vous avais dit jusque-là, les précipitations n'ont pas tellement changé. Dans le futur, ici toujours en pourcent, les changements, bah, ça évolue très peu. Par contre, ce qui change, c'est l'évapotranspiration, l'évaporation des surfaces. Et donc, précipitation moins évaporation, ce qui s'infiltre dans le sol, diminue fortement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien intégrer dans les 4 degrés. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est zoomer un petit peu plus sur le Vigan. Mais ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle application de Météo France qui est sortie là récemment, hein, il y a quelques semaines, bah, qui nous montre justement dans ce cadre à plus 4 degrés en 2100, bah, comment ça se réchauffe sur toute commune, en France. Et donc pour le Vigan, alors il y a tout un dossier, qui vous présente, en fait, les évolutions de température, les évolutions par saison aussi, les évolutions du nombre de jours de gel, enfin tout ce qui peut, finalement être intéressant pour les différentes communes. Donc en particulier, on peut regarder ici, pour le Vigan, comment ça se passe. Alors, vous avez ici en gris à chaque fois les valeurs de référence. Donc ici, c'est le nombre de jours de chaleur, plus de 35 degrés par an au Vigan. Sur la période de référence en 1976-2005, on avait en moyenne une seule journée par an où la température était de plus de 35 degrés. En 2030, vous voyez qu'on passe à 3, enfin quelque chose qui est entre 2 et 7. Donc c'est une augmentation déjà du nombre de jours de chaleur. En 2050, on est plutôt à 5, voire 10 dans les simulations les plus pessimistes. Puis en 2100, c'est une quinzaine de jours de chaleur, hein, donc une évolution qui est quand même déjà assez sensible. Et sinon, on peut regarder aussi le nombre de jours de gel, ici. Il y avait une trentaine de jours de gel, à la fin du XXe siècle, ici, dans cette commune. Et vous voyez que le nombre de jours de gel, en fait, au fur et à mesure que l'horizon se rapproche de 2100, diminue fortement. Et il y a encore des jours de gel, au Vigan, même en 2100. Il y en aura toujours probablement. Merci.